Nous commençons ce dernier direct de ce MOOC Estime 2. J'espère évidemment que ça vous a apporté, enrichi. On a lu vos commentaires tout au long de ces 5 semaines. Il est clair qu'il y a des voies d'amélioration. Merci beaucoup. C'est toujours comme ça dans le premier prototype d'une série ou d'un MOOC, et on va évidemment tenir le plus grand compte de vos observations et de vos remarques. Voilà, la première chose à se rappeler, c'est bon, il y a sûrement un premier point qui est que aujourd'hui, je crois que plus personne n'a de doute sur le fait que la maîtrise des risques dans les entreprises passe nécessairement par l'implication de la ligne managériale, toute la ligne managériale. Évidemment, à la fin de la journée, on souhaite que tout le monde soit impliqué, mais avant d'en arriver là, c'est bien la ligne managériale qu'il faut impliquer. Il nous a fallu un long chemin en France pour mettre le doigt sur ce point, parce que nous sommes partis d'une conception très médicalisée de la santé au travail. Nous sommes en train d'en sortir. Je pense que c'est un constat que tout le monde partage. Restait maintenant à donner quelques outils pratiques permettant aux managers de tenir ce rôle sans nécessairement alourdir leurs tâches ou changer la définition de leur mission. Et c'était notre ambition dans ce MOOC. Et voilà, on espère que nous y avons contribué. Alors je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées. La première que je vois concerne les implications du refus de la France de voter la 45.001. Fort heureusement, ça n'a aucune implication. 7 pays ont voté contre, donc une large majorité de pays ont voté pour. Par conséquent, la norme ISO a été promulguée. L'avis de la France est ce qu'il est, mais il n'a pas de valeur réglementaire. En aucun cas, on peut empêcher une entreprise française d'aller chercher la certification ISO 45001, et certaines l'ont déjà fait, beaucoup d'autres sont en train de le faire, et je rappelle que celles qui sont OSAS 18001 ont encore environ 6 mois pour passer à l'ISO 45001, parce qu'après ils perdront la certification OSAS. Donc voilà, ça va demander encore beaucoup de pédagogie, beaucoup d'efforts pour convaincre les partenaires sociaux de la pertinence de cette approche. Je ne sais pas si je l'ai indiqué dans cette séquence du MOOC, mais il est quand même assez rare que les partenaires sociaux français se mettent d'accord sur une position. Eh bien, la prise de position refusant la 45.001 était unanime. Alors c'est quand même assez rare. Dans les discussions que j'ai eues avec les uns ou les autres, je pense qu'il y a tout simplement une incompréhension de ce qu'est une norme. La norme en France évoque un seuil d'action ou évoque un caractère, je dirais, très contraignant, quelque chose qui doit être respecté. Or, je suis sûr que je le dis dans ce passage-là du MOOC, l'ISO 45001, ce n'est pas un système de management. Il y a un S dans le titre de système de management. Et donc, l'ISO 45001 laisse les entreprises libres de choisir le système de management qu'elles veulent, mais
il y a un cahier des charges de critères souhaités leur permettant d'obtenir cette certification. Et ce point-là, je pense que les partenaires sociaux ne l'avaient pas compris et l'auraient-ils compris, aurait-il eu la culture pour le comprendre, je pense que le vote n'aurait pas été aussi négatif qu'il l'a été. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a des pays qui ont voté contre, une majorité de pays ont voté pour, et dans la gouvernance de l'ISO, ça suffit pour que cette norme soit valide de par le monde. Voilà pour cette question. Eh ben, je vois un certain nombre de gens qui me disent bonjour. Alors, je leur dis à mon tour bonsoir. Merci d'être avec nous, mais je ne vois pas d'autres questions. Je me tourne vers notre. Vas-y, tu me le dis, Nicole? Oui. Ah, alors, oui, Sébastien. Ben, évidemment. Évidemment, il y a une base uniforme dans l'Union européenne qui régit la santé et la sécurité au travail. C'est l'excellente directive de 89 qui a été traduite dans différents pays en France en 1991. C'est une excellente directive. Je pense même que si toutes les directives avaient été faites sur ce modèle, l'Europe serait moins critiquée. C'est une directive qui est courte. C'est une directive de procédure qui donne, par exemple, qui définit les 9 principes généraux de prévention, qui sont déclinés après de façon spécifique dans tous les pays. C'est donc une directive de principe. On la rédigerait aujourd'hui qu'il y aurait relativement peu de choses à changer. Les 9 principes de prévention, en réalité, tout est là. On peut tout faire avec ça, et il s'applique dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc, il y a un socle commun de prévention, et il y a en plus, alors là tout récemment, une autorité européenne de santé et de sécurité au travail qui vient d'être installée et qui vise notamment à assurer un niveau de protection identique, notamment pour les travailleurs transfrontaliers. Parce que, évidemment, malgré le fait qu'on ait un cadre juridique uniforme pour les 27 pays de l'Union, la manière dont il est appliqué, l'intensité de l'effort de prévention, lui, n'est pas, évidemment, n'est pas homogène d'un pays à l'autre. Alors la nouvelle autorité européenne de santé et de sécurité au travail va justement veiller à diminuer les disparités et essayer d'assurer une protection homogène des travailleurs sur l'ensemble des pays de l'Union. Après, il y a une question sur les MOOC. Combien de temps les contenus du MOOC resteront-ils visibles? C'est une bonne question. Je me tourne vers notre responsable pédagogique, Nicole Coursin, qui va nous donner la réponse. Alors, comme je l'ai indiqué sur le chat, les contenus restent accessibles après la fin du MOOC. Je dirais pas jusqu'à l'éternel, mais en tout cas, très longtemps. Voilà, oui, au moins plusieurs semaines, plusieurs mois. Les contenus restent accessibles. Combien de temps? Le Luxembourg. Dans un autre registre, en cas d'absence de volonté des ressources humaines et ou de la direction, quelle approche pourrait permettre de débloquer la situation sans pour autant brandir les contraintes légales? Bon, bah écoutez, ça c'est difficile comme question. Vous avez peut-être vu que je tiens un blog
à peu près hebdomadaire sur ces questions-là. Il est entièrement gratuit, bien sûr, et il est accessible sur le site de l'Usine Nouvelle. Donc, l'Usine Nouvelle est un magazine très largement lu dans les entreprises et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et au sein du groupe Usine Nouvelle, il y a un groupe qui s'appelle Red Online. Vous avez d'ailleurs entendu son patron, Laurent Pitoun, qui nous a parlé des enjeux actuels de la veille juridique. Et ce billet est donc logé sur le site de Red Online. Un des tout premiers, donc il est très facile à trouver, comme il est très lu. Si vous faites sur un moteur de recherche billet de William Dab, vous allez tomber dessus. C'est entièrement gratuit, vous n'avez même pas de mail à donner, vous le lisez, vous le téléchargez, vous faites ce que vous voulez. J'ai traité cette question-là au mois de mars ou avril, au tout début de ce blog. J'ai identifié 10 raisons que l'on peut, 10 leviers pour motiver les responsables d'entreprise à s'intéresser à la question. La contrainte juridique étant un des leviers, il y en a 9 autres. Voilà, je ne vais pas les reprendre ici, je vous conseille de vous y référer. Stratégiquement, qu'est-ce que je peux vous dire? Si le sommet veut rien entendre, il faut travailler la base jusqu'à ce que la base soit suffisamment convaincue et exigeante pour exercer une pression qui va se voir dans l'entreprise et qui finira par provoquer une prise de conscience. Après, il faut analyser les critères qui peuvent expliquer la position de ces entreprises qui n'ont pas envie de faire grand-chose. Je pense qu'il y a 2 cas de figure, peut-être 3. Le premier cas de figure, c'est l'ignorance. Les entreprises ne savent pas. Elles ne sont pas conscientes de leurs obligations. Elles sont dirigées par des gens qui n'ont pas forcément fait des grandes études, qui peuvent avoir eu beaucoup de succès commerciaux, qui peuvent avoir une politique paternaliste. Ils sont pas conscients de leurs obligations et de leurs intérêts. Alors là, c'est le cas le plus facile parce que ces gens-là vont être, on va pouvoir les convaincre assez aisément que c'est leur intérêt et l'intérêt de leurs salariés de modifier, de mieux, d'accentuer, je dirais, l'effort de prévention. Le deuxième cas de figure, c'est « Ah, mais moi je fais, mais je fais uniquement ce qu'on m'oblige de faire. » Alors, premièrement, c'est pas vrai. Parce que comme le Code du travail donne environ 2000 obligations réglementaires, aucune entreprise ne peut les respecter. Donc, la première chose à dire, c'est ça. Et la deuxième chose à dire, c'est, écoutez, quand bien même vous respecteriez les 2000 obligations du Code français du travail, vous ne seriez pas à l'abri des risques. Et des risques qui peuvent parfois mettre en péril non seulement vos salariés, ce qui est inadmissible, mais l'existence même de votre entreprise. Et la troisième posture, la troisième explication, c'est tout ça, ça sert à rien. Ça m'est imposé de l'extérieur. Tout ça, c'est une affaire individuelle. Les gens n'ont qu'à faire attention. Hein. On met une petite affiche par-ci par-là, on voit le médecin du travail une fois de temps en temps, et puis voilà. Alors, bon, ça c'est le cas le plus difficile, parce que culturellement, il y a un obstacle. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est
Je pense dans cette situation, l'argument du retour sur investissement des actions de prévention est celui qui a le plus de chances de vaincre l'obstacle. C'est-à-dire qu'ok, le chef d'entreprise est fermé à la dimension humaine du travail. Qu'est-ce que vous voulez faire? On va pas le changer. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors on va lui parler business. Il veut parler business, on va lui parler business. Et donc, on va lui montrer que de nombreuses études qui ont analysé le retour sur investissement de la prévention montrent des résultats tout à fait positifs et que si une entreprise veut se priver d'un investissement rentable, eh ben ça la regarde, mais c'est vraiment très dommage. Je vois pas d'autre manière de traiter ce cas de figure. Et après, évidemment, ce qui change en général les choses, que voulez-vous, on a des dizaines de témoignages de ça, c'est qu'évidemment, quand un pépin grave arrive dans une entreprise, alors il y a une sorte de prise de conscience généralisée et ça peut faire bouger les choses. Il faut malheureusement attendre l'accident, le décès, l'amputation ou la maladie pour que les gens prennent conscience que c'était évitable, ça aurait dû être évité et ça ne l'a pas été. Et ça, quand même, évidemment, humainement, en général, ça a des impacts. C'est regrettable d'en arriver là, mais malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Il y a des gens qui me remercient. Écoutez, de rien. De rien. Si vous avez évidemment d'autres expériences, d'autres arguments, personne n'a la vérité. Et c'est en partageant nos expériences que l'on peut espérer convaincre le plus de gens. Nous avons, avec la délégation du personnel, organisé des enquêtes impliquant tous les employés et questionnant sur la QVT, la SST et le ressentiment humain. Nous sommes donc dans une bonne démarche. Ah oui, je crois. Oui, je crois. Alors, les enquêtes, bon, c'est pas un épidémiologiste qui va vous décourager d'en faire. Maintenant, quelques conseils là-dessus. Faites des enquêtes simples pour commencer. Ne tombez pas dans le piège habituel qui est de vouloir tout savoir sur tout, de faire des questionnaires de 18 pages et 380 questions. Non. Un questionnaire qui a une chance de marcher, c'est au maximum un recto verso. Je dirais entre 20 et 30 questions, pas plus. Alors c'est frustrant, parce que vous réunissez un groupe de travail pour définir un questionnaire, chacun fait des propositions, et on arrive très vite à une centaine de questions. On veut faire plaisir à tout le monde. En réalité, ce qui va se passer, c'est que personne ne prendra le temps de remplir des questionnaires aussi longs. Donc, il faut absolument faire un effort de priorisation, quitte à enrichir progressivement le questionnaire quand il sera perçu comme un outil intéressant, ayant une valeur ajoutée. Deuxièmement, quand vous vous lancez dans une démarche par question, c'est relativement facile de faire des questionnaires. Encore que faire des questionnaires, je peux vous dire que nous, les cours qu'on fait là-dessus au CNAM, en moins d'une dizaine d'heures, on ne s'en sort pas. Hein. Faire un questionnaire, un bon questionnaire, c'est énormément de travail. Ne serait-ce que pour s'assurer que tout le monde comprend les questions de la même façon. Juste ça, je peux vous dire, c'est des heures de travail. Mais surtout, il faut avoir les capacités d'analyse. Parce qu'un questionnaire qui n'est pas analysé, c'est un trou noir. C'est-à-dire que vous ferez le coup une fois, et si vous ne donnez pas les réponses aux gens, le coup d'après, eux, ils vous donneront pas la réponse à vos questions. Or, analyser un questionnaire, ça demande des moyens et des compétences, et toutes les entreprises ne les ont pas.
Et quand je dis analyser un questionnaire, ben, c'est pas juste faire un tableau Excel avec le tri à plat des réponses. Parce que ça, en général, ça sert relativement à peu de choses. On va se poser des questions. Est-ce que les hommes et les femmes répondent pareil? Est-ce que l'ancienneté joue un rôle? Est-ce que le type d'emploi joue un rôle? Est-ce que le statut joue un rôle? Est-ce que les gens qui ont connu un accident dans leur entourage répondent de la même façon? Et donc, évidemment, il faut commencer, avant même de construire les questions, par définir les objectifs poursuivis et les questions auxquelles on veut répondre. Voilà. Et parfois, ben, ça demande un petit peu d'analyse statistique, pas forcément ultra sophistiquée, mais enfin, il faut quand même pouvoir faire un minimum d'analyse statistique. Alors, c'est des compétences qui ne sont pas rares, hein, mais un tableur Excel ne va pas suffire pour faire ça. Il faut être capable d'utiliser un logiciel d'analyse de données recueillies par questionnaire. Il y en a des gratuits, hein, si vous voulez un, sans publicité totalement gratuite. Et puis Info est un logiciel qu'on utilise depuis 20 ans, très maniable, très ergonomique. Il nous vient des États-Unis, des Centers for Disease Control américains. Il est traduit en français. Il vous fait les analyses statistiques et épidémiologiques de base, mais vraiment à un niveau largement suffisant pour la plupart des enquêtes de santé au travail en France. Voilà un exemple, mais il y en a bien d'autres. Et troisièmement, il faut absolument assurer un retour un retour d'information rapide à ceux qui ont bien voulu répondre aux données. C'est absolument fondamental. C'est une règle d'or. Et ces résultats, moi je pense que les enquêtes, c'est surtout intéressant pour servir de débat dans les entreprises. Une enquête, ça dit une vérité. On aurait utilisé d'autres questions, et ben on aurait eu une autre photographie de la situation. On aurait fait l'enquête à un autre moment, ça aurait été à nouveau une autre situation. Donc l'enquête ne dit pas nécessairement la vérité, parce qu'il n'y en a pas qu'une vérité. Mais elle va donner une vérité à un instant donné. Et l'enquête devient intéressante si cette vérité-là, elle est mise en débat, elle est mise en discussion dans l'entreprise, elle sert à la prise de conscience, on va chercher les commentaires des gens. Je suis, certains d'entre vous le savent, un farouche partisan des approches quantitatives dans le domaine de la santé, mais ça ne veut pas dire que nous considérons dans notre équipe que les approches qualitatives sont sans intérêt. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est la dialectique entre les deux. Il faut des approches quantitatives parce que nous sommes dans un monde de quantification et il faut parler comme tout le monde. Et les chefs d'entreprise, si on leur donne pas de chiffres, ils ont du mal à bouger. Mais une fois qu'on leur a donné des chiffres, on peut faire vivre ces chiffres par un débat. Et la photographie va s'affiner, elle va s'enrichir. Et voilà. Donc oui, je pense que les enquêtes, notamment les enquêtes sur la QVT, peuvent être utiles. Je peux vous dire que récemment, j'ai vu un projet d'enquête QVT, 150 questions. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne donnera rien. On va se faire plaisir. Ce sera inexploitable. Ça va être trop long. Les gens n'iront pas au bout du questionnaire. La plupart des questions, on avait du mal à comprendre exactement ce que l'on voulait. Donc voilà, ne faites pas ça. Entre 20 et 30 questions, je vous assure que vous pouvez récolter une base fructueuse pour alimenter un débat. Et j'ajoute pour terminer que ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est pas tellement la photographie, c'est le film. Parce que si vous avez une enquête qui ne coûte pas cher, 20-30 questions, faites-la 2 fois par an. C'est l'évolution dans le temps qui va être porteuse de l'essentiel des informations. Est-ce que la santé perçue s'améliore ou se dégrade? Est-ce que la confiance dans le management s'améliore ou se dégrade?
Voilà, sélectionnez bien les questions pour lesquelles vous voulez avoir un suivi. Et si vous avez deux enquêtes par an, je vous assure que ça, c'est pas très coûteux. Et c'est l'évolution dans le temps qui va être porteuse d'enseignement pour la prévention. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Plusieurs médecins du travail nous ont reproché d'aborder de façon trop succincte les risques de RPS dans nos documents uniques. De quelle façon doit-on traiter ce risque? Ah bah, écoutez, cette question m'étonne. Le document unique, il est unique. Et par conséquent, il doit couvrir tous les risques ou toutes les sources de danger. Et donc, y compris les RPS. Et donc, un document unique sans RPS n'est pas un document qui répond à l'exigence, tout bêtement. Alors oui, évidemment qu'il y a des manières d'intégrer les RPS dans le document unique. L'INRS en propose. Voilà, les recommandations de l'INRS sont assez raisonnables. Moi, ce que j'ai tendance à proposer, bon, il faut. Alors d'abord, RPS, c'est une catégorie très hétérogène. Hein, j'en parle dans mon bouquin. Je pense qu'il y a au moins 3 grandes catégories. Dans toutes les entreprises, il y a le stress au travail. Il y a les incivilités, notamment dans les entreprises où il y a contact avec le public. Et il y a les phénomènes d'addiction qui sont alors là, pour le coup, là, particulièrement complexes à saisir dans le cadre d'un document unique. Je les laisse de côté. Je laisse de côté les incivilités parce que toutes les entreprises sont pas concernées par cela. En revanche, toutes les entreprises sont concernées par le stress au travail. Je vais vous dire que bon, qu'est-ce que je recommande? Je vous rappelle que le document unique en France, il est fait non pas individuellement, mais au niveau des unités de travail. Écoutez, il y a des échelles de mesure du stress qui existent. Moi, ce que je recommande, alors je vais vous dire une chose, hein. Il y a déjà un truc tout bête, c'est sur une échelle de 0 à 10, chacun met une note, 10 étant le stress maximum, 0 étant le stress minimum. Alors c'est complètement nouille, mais je vais vous dire qu'on a révolutionné le traitement de la douleur en France avec une échelle de ce type-là, une échelle analogique de ce type-là. Ceux d'entre vous qui ont été hospitalisés, ils ont l'habitude maintenant que tous les matins, on leur demande de 0 à 6 leur niveau de douleur, tous les soirs aussi, et si ça bouge, eh ben évidemment, les prescriptions vont être adaptées. C'était complètement idiot, mais ça a révolutionné la prise en charge de la douleur en France. Donc le minimum du minimum, c'est de faire ça. Après, il y a des échelles validées de mesure du stress. Nous, voilà, dans notre équipe, on a une échelle en 9 questions qui existe, le PS9. Bon, voilà, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser aussi. C'est jamais que 9 questions. Chacun peut y répondre de façon anonyme. Et puis dans l'unité de travail, on fait la moyenne. Bon. Alors évidemment, après, on cote en fréquence. On peut coter en gravité, on peut coter en niveau de maîtrise, comme on fait habituellement. Enfin, bref, je vais vous dire que d'une certaine façon, il est plus facile de mettre le stress dans le document unique que le risque chimique. Parce que le risque chimique, quand on n'a pas de mesure, c'est un peu plus compliqué de le mettre. Or là, sur le stress, comme le stress est un phénomène subjectif et perceptuel par définition internationale, allez demander l'avis des gens. Et puis vous le mettez dans le document unique. Voilà, c'est quelques questions à mettre. C'est pas extrêmement compliqué. C'est pas de la recherche scientifique. Il faut faire des choses simples, reproductibles,
Et voilà, c'est faisable. Et je redis que au moins le stress doit être présent, parce que c'est tous les risques qui doivent être répertoriés dans les unités de travail, et donc y compris les risques d'origine organisationnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, que des médecins du travail vous reprochent d'aborder ça de façon trop succincte, bon, bah, très bien. Bah, qu'ils vous fassent des propositions. Mais moi, vous savez, je suis pragmatique. Il vaut mieux faire des choses simples et reproductibles que d'essayer de tout savoir sur tout et d'avoir une usine à gaz dont personne ne fera rien. Donc, même si je suis dans un laboratoire qui sait faire des choses extrêmement compliquées, je pense que sur le terrain, ce qui compte, c'est la simplicité et la constance dans l'effort. Je redis que ce qui est plus intéressant, c'est le film plutôt que la photographie à un instant T donné. J'ai éventuellement une question, si possible. N'hésitez pas. Je suis. Comment permettre à tous les opérateurs de la ligne managériale de s'engager individuellement et collectivement au-delà d'une formation en présentiel? Comment permettre? Ben, écoutez, si la question est formulée comme ça, la réponse est simple. C'est une instruction du chef d'entreprise. Ça, s'il n'y a pas l'impulsion du chef d'entreprise et l'instruction donnée à toute sa ligne managériale qu'ils ont un rôle à jouer en matière de santé et de sécurité au travail, ben, c'est ça qui va le permettre. Moi, j'ai eu deux grandes expériences. On a eu la SNCF, et ben, décision du président Pépi, voilà. Et il y a eu Saint-Gobain qui a mis en ligne sur son intranet. D'ailleurs, vous avez vu la médecin-chef de Saint-Gobain en parler, qui a mis un petit MOOC de sensibilisation de ses managers. Et là, le patron de Saint-Gobain a également incité ses managers à le faire. Et d'ailleurs, sur ma recommandation, ne l'a pas rendu obligatoire, pour pas donner l'impression que c'était une contrainte de plus, etc. Mais on a communiqué, Saint-Gobain a communiqué là-dessus, et les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que spontanément et volontairement, ce dispositif de formation interne avait été très suivi de façon volontaire par les managers au niveau mondial, dans les quelques 80 pays où Saint-Gobain est présent. L'implication du chef d'entreprise, elle est absolument indispensable. Alors, je peux vous dire que à la SNCF, par exemple, le président Pépi était absolument convaincu. C'était une évidence pour lui. Donc, il n'a pas eu besoin que son DRH le convainque, c'est l'inverse. C'est lui qui a convaincu son CODIR et son COMEX qu'il fallait le faire. À Saint-Gobain, qui est un groupe international plus gros, beaucoup plus complexe à gérer que une entreprise ferroviaire, évidemment qu'il a fallu qu'un ensemble de gens, la DRH, la médecin Geneviève Piocourt, que vous avez entendu dans le MOOC, le directeur du développement durable, il y a eu comme ça, voilà, un ensemble de cadres dirigeants qui étaient eux-mêmes convaincus et qu'on finit par dire au numéro 1 que voilà. Et lui, entendant que ses proches collaborateurs lui disaient de faire ça, a dit bon, bah oui, ok, ça paraît, c'est du bon sens, allez-y, faites-le, je vous donne le feu vert. Et dans la vidéo, dans le MOOC interne à Saint-Gobain, il intervient pour dire l'importance qu'il attache à ça. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez, si on n'a pas d'impulsion au plus haut niveau de l'entreprise, après, qu'est-ce qui peut permettre aux managers Les gens vont pas se rajouter du travail tout seuls. Hein. Alors évidemment, vous pouvez avoir, je dirais, des managers éclairés. Ils ont suivi les deux MOOC du CNAM et donc eux-mêmes tout seuls vont se saisir de ça. Bon, bien sûr, c'est très bien, il va y en avoir.
et on leur dit bravo, mais ça va être une minorité. Et donc, si on veut vraiment une implication là, forte de toute la ligne managériale, il faut une impulsion au plus haut niveau de l'entreprise. Alors oui, après la formation, oui, ça c'est le problème de l'efficacité de la formation. Vous savez, c'est un formateur qui vous parle. Donc je ne vais pas vous dire que ça sert à rien, mais en réalité, la formation doit être évaluée dans, dans sa capacité à modifier les pratiques et les comportements. Et c'est pas évident, et quand c'est fait, il faut beaucoup d'humilité. Il ne suffit pas de parler aux gens pour que, comme vous le dites très bien dans votre question, une fois qu'ils sont retournés chez eux, les choses vont changer. Ben non. Donc je dirais qu'il faut bien distinguer, il ne faut pas magnifier l'outil formation. C'est un formateur qui vous le dit. La première chose, c'est qu'il y a des formations de sensibilisation. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait à la SNCF. Faire comprendre aux managers qu'ils le veuillent ou non, ils jouent un rôle sur la santé de leurs collaborateurs. Alors après, ils peuvent le faire explicitement ou ils peuvent le faire implicitement. On leur disait pas quoi faire, on les incitait à réfléchir à ça et à réaliser que oui, dans leur vie quotidienne, ils influencent la santé de leurs collaborateurs. Formation de sensibilisation, une fois qu'on a fait ça, il ne va pas se passer grand-chose, hein, mais il y a un état d'esprit qui va changer. Après, il y a des formations d'outillage, c'est-à-dire que là, parmi les différents outils que on a vus dans ce MOOC, on équipe les managers réellement. On veut inclure la dimension SST dans un entretien d'embauche. Écoutez, vous l'avez vu, ça s'improvise pas. Il faut former les managers à ça. Je redis que vous voyez ce point-là, intégrer la SST dans un entretien d'embauche ou dans un entretien d'évaluation annuelle, c'est une décision de chef d'entreprise, ça relève de la politique de l'entreprise. Mais une fois que c'est fait, il faut que les managers, il faut les entraîner, il faut leur donner des outils pratiques. Donc ça, c'est de la formation opérationnelle. Si on s'en tient à des choses purement générales, oui, on va modifier l'état d'esprit. C'est important dans la stratégie d'intervention. C'est souvent une étape première, mais il faudra la compléter par d'autres outils. La formation toute seule ne peut pas changer les choses. C'est un formateur qui vous le dit. Écoutez, fondamentalement, pour maîtriser les risques, il faut les mesurer. Il faut les débattre dans le cadre du dialogue social, il faut les prioriser, il faut analyser leurs causes et il faut disposer de budgets et d'efforts permettant de maîtriser ces risques. Si on ne fait pas ça, la formation des managers agira à la marge. Il faut jamais perdre de vue que ce que l'on veut faire, c'est diminuer, annuler, minimiser les risques dans les entreprises. Et ça, autant les managers sont un passage obligé, autant vous avez bien compris que ça ne suffit pas. Hein. Et rappelez-vous le chemin de la santé. On voit des entreprises qui veulent faire de la QVT alors que le risque machine n'est pas maîtrisé. Et ça va pas marcher. Parce que les gens vont tout de suite comprendre qu'on les prend pour des idiots. Et ils auront raison. Donc, l'implication des managers devient particulièrement importante quand les 2 premières étapes du chemin de la santé sont franchies. Voilà. Permettre ce prolongement d'autonomie, outil, méthode. Ok. Le MOOC Fun fut très instructif. Un peu difficile dans mon pays. Oui, je sais bien.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de collègues étrangers, francophones, qui l'ont suivi, notamment des collègues africains. Écoutez, malgré tout, il y a des principes et des clés qui sont dans ce MOOC et qui me semblent avoir une valeur universelle. Hein. Dans tous les pays, l'implication managériale est importante. Dans tous les pays, la sécurité machine et les politiques d'entreprise sont importantes. Alors évidemment, après, les moyens disponibles et les compétences disponibles ne sont pas les mêmes. Et ça fait bien sûr une différence. Alors c'est vrai que ce MOOC a été surtout conçu, je dirais, pour des pays industrialisés et développés. J'espère malgré tout que les collègues qui ont suivi ça de pays moins riches et moins industrialisés, ça leur donnera quand même quelques idées, quelques outils, quelques clés, quelques leviers pour améliorer les choses chez eux. Mais bon, pour les pays africains en particulier, moi je pense que les choses vont changer assez rapidement. J'ai l'espoir que l'Afrique va bouger maintenant très rapidement. Nicole, est-ce que nous avons d'autres questions? Il y a deux autres questions. Vas-y, tu me les dis, j'ai du mal à les lire. Alors, bonsoir, il me semble qu'une formation SST est plus efficace dans un environnement techniquement contraint. Par exemple, dans une usine où un ERP impose de réserver l'outillage et les pièces avant d'entreprendre une intervention risquée. Oui, vous avez raison. De façon générale, les entreprises sont des territoires de santé, mais tous les territoires ne se valent pas. J'intervenais récemment dans une entreprise de maintenance ferroviaire. C'est frappant de réaliser qu'une entreprise, même incluse dans un grand groupe, c'est jamais que des TPE, un agrégat de TPE. Vous savez, quand vous avez une équipe de maintenance des voies ferroviaires, ils sont 4-5 à travailler entre 11h du soir et 3h du matin. C'est une TPE. Là, je vais vous dire que pour maîtriser les risques, c'est quand même difficile. Hein. Bon. Alors évidemment, quand vous avez un site industriel bien délimité, une forte volonté politique, une compréhension que les résultats sur les risques et les résultats pour l'entreprise sont intimement liés, alors oui, c'est plus facile et là, la formation est plus efficace. Je trahis aucun secret, mais j'ai dernièrement dirigé un mémoire d'ingénieur qui a été fait, enfin je l'ai pas dirigé, pardon, j'ai présidé le jury d'un mémoire d'ingénieur qui a été fait sur l'usine Peugeot à Belfort. Écoutez, c'est des résultats absolument exceptionnels que j'ai très rarement vus en France. C'est un énorme site, hein, cela c'est pas une petite PME, mais voilà, avec des procédures standardisées, unifiées, une volonté répétée de longue date des responsables de cette entreprise de produire des voitures de qualité et par conséquent d'assurer la sécurité et la santé au travail, eh ben vous avez une usine industrielle avec un taux de fréquence qui est autour de 1. Voilà. Et donc c'est faisable. Et c'est évidemment plus faisable dans un site comme celui-là que quand vous avez des entreprises qui sont des conglomérats de TPE ou de PME. Vous avez raison, je partage cette vision. L'autre question, Nicole? Oui, alors, monsieur de la marche, en revanche, on a dans un appel, nous avons utilisé Facebook Workplace pour que les salariés visualisent un cadre. Et ensuite, il ajoute, une fois les aigreurs déversées, une fois les aigreurs déversées et les managers pris à partie, nos salariés camerounais faisaient perdurer les sujets améliorables par opposition aux problèmes impossibles à faire évoluer. Oui, merci pour ce témoignage.
Il est vrai que les outils numériques peuvent être un levier pour le dialogue social. Alors, il ne faut pas que ce soit un prétexte. Hein. Il suffit pas d'envoyer des mails et de penser qu'on a fait le boulot. Il suffit pas d'ouvrir un forum. Mais bon, une page Facebook, si on l'anime et qu'on la fait vivre, ça me semble une très très bonne solution. Alors ces outils peuvent être très utiles pour animer le dialogue social. Et c'est vrai que maintenant ils sont accessibles à peu près de façon universelle. Je suis bien content d'entendre ça. C'est un excellent moyen d'abord de comprendre le climat de l'entreprise, de comprendre les attentes des travailleurs, d'identifier des problèmes, de repérer des alertes. Et donc, voilà, il ne faut pas que ce soit chronophage. Tout le monde ne peut pas passer sa vie sur Facebook, ça devient évidemment complètement contre-productif. Mais bien fait, les outils numériques utilisés à bon escient peuvent effectivement aider tout le monde à s'impliquer dans les actions de prévention au quotidien. Autre chose, Nicole? Oui, il y a encore la question d'Elafi. Nous devons répondre à de nombreux appels d'offres d'entreprises privées. Certaines filiales d'entreprises américaines nous demandent de justifier les sanctions prises à l'encontre de nos salariés victimes d'accidents de travail. Oh bah écoutez, formulé comme ça, c'est à pleurer. Alors, je ne vais pas vous refaire le topo sur la distinction entre la faute et l'erreur, mais si ces Américains considèrent que dès lors il y a eu accident, il y a une faute, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut bien répondre à ça, quoi. Et si on se met à sanctionner systématiquement les victimes d'accidents du travail, alors en tout cas, dans un pays comme la France, ça va soulever un tollé. Ce sera totalement inacceptable et je pense même que les autorités, le ministère, réagira et ne laissera pas faire ça. Donc je sais pas quoi vous dire si ces Américains sont aussi incultes que ça en prévention, ben, qu'est-ce que vous voulez y faire? Moi j'ai pas de là j'ai pas de réponse. Mais faites-leur la réponse que vous distinguez entre des accidents qui sont des conséquences de faute, des accidents qui sont des conséquences d'erreurs, que les erreurs, ça sert à s'améliorer, et que les fautes, si elles sont graves, vous avez une politique de sanction. Si ça leur va pas, je vois pas quoi faire, mais si vous tombez dans le piège de dire que tous les accidents ou tous les problèmes de santé sont des fautes, alors là, je crois qu'en boomerang, contre l'entreprise française, ça va se retourner contre vous. Vous gagnerez peut-être le marché américain, mais alors vous allez perdre tout simplement la confiance de tout le monde en France. C'est un bilan de risque à faire. À mon avis, il est facile à faire. Rien d'autre? Rien d'autre. Bon. Écoutez, pour terminer, je vous conseille 3 lectures. Pour aller plus loin, l'excellent risque de notre collègue Dominique Vacher, qui a longtemps enseigné au CNAM. Son titre est provocateur, arrêtez de manager la SST. C'est-à-dire que lui, il dit, c'est pas la SST qui va manager, c'est les entreprises. Et donc, ce que les entreprises doivent faire, c'est manager en santé et sécurité au travail et non pas manager la santé et la sécurité au travail. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de modèle, et avec beaucoup de talent, il explique ça dans son livre. Je vous rappelle également la nouvelle édition de celui-là. Pour les spécialistes, il a très peu d'intérêt. Vous allez avoir les références exactes dans les références documentaires du MOOC.
Voilà, c'est un livre qui est surtout écrit pour les non spécialistes. Hein. C'est le livre d'entrée de gamme qui permet à des non spécialistes de comprendre ce qu'est les enjeux et les outils de la santé et de la sécurité au travail aujourd'hui. Et puis chez le même éditeur, Arnaud Franel, alors quelque chose qui est beaucoup moins ambitieux, puis d'ailleurs moins coûteux, c'est que en fait le contenu du MOOC, je l'ai mis sur ce dépliant. Voilà, qui vaut quelques centimes. Vous pouvez le commander sur le site d'Arnaud Franel. C'est comme disent les Américains, c'est le take-home message. C'est les principaux points que vous pouvez garder en mémoire. Voilà, c'est un aide-mémoire. Vous pouvez le mettre dans votre poche, vous pouvez le mettre, ça se déchire pas, c'est du papier plastifié, ça coûte vraiment pas très cher et vous pouvez le commander directement sur le site d'Arnaud Franel. Voilà ce que je peux vous dire. Une dernière question. Un manager doit être à jour et faire des mises à jour personnelles. Est-ce important? Écoutez, ça dépend des mises à jour de quoi. La veille est une activité managériale de base. Un manager qui ne se tient pas au courant des évolutions de son métier est un manager qui va se retrouver très vite incompétent. Et quand je dis très vite, c'est très vite. Nous, on dit toujours à nos étudiants spécialisés en hygiène et sécurité, 50% des connaissances qu'on va vous donner seront obsolètes dans 5 ans. Donc le problème n'est pas de les apprendre par cœur, le problème est d'apprendre à apprendre. C'est valable dans tous les métiers. Donc un manager qui fait pas de mise à jour, mais il va devenir obsolète à la vitesse de la lumière. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire en matière de santé et de sécurité au travail? Oui, mais enfin, il va pas se spécialiser là-dessus. Quand la norme ISO 45001 est promulguée, ça c'est quelque chose qu'un manager doit savoir. Il n'est pas forcément nécessaire qu'il connaisse le contenu de la norme. Voilà, il faut des compétences spécialisées là-dedans. Mais une évolution comme celle-là, oui, bien entendu, mérite d'être connue. Donc voilà, ma réponse est effectivement qu'il y a toujours, un manager doit toujours, la veille est évidemment une mission incontournable, et parmi cette veille, il y a quelques événements de la santé au travail qui méritent d'être mis à la disposition des managers. C'est un peu ce que vous explique Laurent Pitoun de Red Online en 5e semaine, je crois. Écoutez, voilà, merci, content de cet échange. J'espère qu'il vous a été... comment appliquer les 9 principes à tout secteur d'activité? Non, je suis désolé, je ne peux pas répondre à ça, parce que alors ça, c'est 120 heures de cours au CNAM. Donc, même un peu plus. Vous venez faire avec nous HSE 101, 102 et 103, et vous avez la réponse. Donc là, en 30 secondes, j'avoue que je suis pas capable de le faire. L'application des 9 principes de prévention, c'est un métier. Ça, voilà. C'est un métier, c'est des métiers de prévention. On les forme au niveau Bac+3, on les forme au niveau Bac+5. On a un titre 1 hygiéniste du travail de l'environnement, on a une filière d'ingénieurs, et voilà. Je peux pas répondre même en 1 minute à ça, c'est pas possible. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. En votre nom, je remercie toutes les équipes nombreuses qui ont travaillé à la fabrication, à la réalisation de ce MOOC. Je vous remercie à nouveau des très nombreuses remarques que vous nous avez faites, qui vont nous aider à améliorer ce produit. Merci beaucoup à Nicole qui nous a accompagnés depuis le début comme ingénieur pédagogique. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et j'espère de tout cœur que vous serez dans des entreprises en santé. Voilà, à bientôt. Je vous souhaite à tous le meilleur.